Nous mettrons sur pause notre petit tour de la France pour une occasion un peu spéciale, celle de la période la plus effrayante de l'année. Et je ne parle pas de celle des impôts. Bon, on verra rien de plus effrayant au programme. Quoique. Aujourd'hui, nous allons voir des fantômes, un amour impossible, la possession d'un couvent, un bateau fantôme et un monstre aux allures grotesques. Allumons le feu et prions pour qu'il nous garde en sécurité pour cette aventure plus glaciale que les autres. Il y a de nombreux endroits qu'on évite de préférence la nuit. Mais avez-vous déjà pensé à un lavoir? Vous en avez déjà vu au moins une fois, et on peut en trouver dans de nombreux petits villages. Pourtant, la nuit, vous pourriez y croiser le fantôme d'une lavandière. Pour quelle raison la lavandière existe et pourquoi hante-t-elle les lavoirs? Eh bien, il y a plusieurs versions en fonction des régions. La plus réputée étant celle d'une femme qui aurait lavé son linge un dimanche, alors que c'était formellement interdit par la loi divine. Ainsi, l'esprit de la pauvre femme aura été maudit à hanter le lieu où elle avait lavé son linge pour la dernière fois jusqu'à la fin des temps, apparaissant de nuit principalement et suppliant toute personne qui passe non loin d'elle de venir l'aider à finir de nettoyer son linge. Les apparences divergent également, tantôt une femme dans un costume traditionnel avec un visage effrayant, tantôt un visage doux dans des habits blancs, gris ou délavés. Une lavandière peut aussi naître si la femme a été enterrée dans un linceul sale. Alors le linceul devient sa tenue également en tant que fantôme. Quoi qu'il en soit, en croiser une et surtout répondre à son appel n'est jamais une bonne idée. Si les plus extrêmes attraperont la tête de la pauvre victime pour la plonger dans l'eau du lavoir jusqu'à ce que mort s'ensuive sont au rendez-vous, les autres sont des présages de mort, par des paroles ou des mises en garde. Dès l'instant où vous lui venez en aide pour laver le linge, la lavandière vous a maudit et un décompte mortel s'est alors enclenché pour vous. Et il existe encore d'autres variants, car la lavandière est connue dans de nombreuses régions de France, avec un passé, un présent et un futur tout aussi nuancé. Évidemment, difficile de faire un récapitulatif de toutes les histoires. Soyez juste assurés que si vous vous baladez près d'un lavoir ou un cours d'eau habituellement utilisé pour laver le linge par nos ancêtres, ne répondez jamais à une femme habillée bizarrement et gémissant à l'aide, car vous pourriez alors tomber sur une lavandière. Et heureusement pour nous, il n'en existe pas encore pour les machines à laver ou les laveries. Un jour, qui sait. Mais en attendant, faire votre linge le dimanche est devenu autorisé et par chance, les lavandières n'existent pas bien évidemment. Même s'il ne vaut mieux pas vérifier pour l'instant. Alors, cette histoire est un peu particulière car je la tiens de mon entourage. Une histoire qui a été racontée par mon arrière-grand-mère car cela est arrivé à quelqu'un de sa connaissance. Je ne saurais dire si elle est véridique, mais elle fait partie de ces histoires qui sont uniquement transmises oralement. Après la Première Guerre mondiale, un soldat profita d'une permission pour aller faire la fête avec ses camarades le samedi soir. En chemin, ils croisèrent une jeune femme blonde, tout de blanc vêtue, et elle monta en stop avec eux car elle avait la même destination. Elle était belle, douce et avait un rire d'ange, à tel point qu'elle tapa dans l'œil du soldat qui décida de la raccompagner. Elle lui demanda alors de la déposer à proximité du cimetière, et il partit du principe qu'elle devait vivre non loin. Chaque samedi, lorsqu'il avait une permission, il recroisait la jeune femme, et la prenait avec en moto pour l'accompagner à la fête. Peu à peu, ils se rapprochèrent, et l'homme proposa de rencontrer sa famille ou de lui présenter la sienne. Elle déclina alors poliment, prétextant qu'il verrait plus tard. Ainsi, ils continuèrent pendant un temps de se voir, un jour par semaine quand ils le pouvaient, mais toujours, la jeune femme s'arrêtait à proximité du cimetière. Un soir, curieux, il décida de la suivre après l'avoir déposée, et alors qu'elle était entrée dans le cimetière, la jeune femme avait disparu. Il la chercha en vain, et conclut qu'il devait s'agir de la fille du gardien, comprenant alors la réticence de cette dernière à présenter sa famille. Le lendemain, il se rendit à la maison du gardien et demanda à voir la jeune femme, mais ce dernier répondit qu'il vivait seul. Ce fut en entendant le nom de la blonde qu'il partit fouiller dans un registre, et invita ensuite le soldat à venir avec lui. Le choc fut au rendez-vous lorsqu'il arriva devant une tombe avec le nom de la femme ainsi qu'une photo. Le gardien expliqua alors qu'elle était morte durant la guerre. Il consola ensuite le soldat en lui affirmant qu'il lui avait sans doute apporté un sommeil paisible, en lui faisant connaître un temps de paix et de fête. Maigre consolation, mais qui suffit au soldat. Elle était partie au ciel après cela. L'homme va alors à chaque permission déposer une rose sur la tombe de la défunte pendant un moment, puis un jour, il ne revint plus. On prétend que l'esprit de la femme aurait fait en sorte qu'il rencontre son âme sœur. Peut-être bien qu'elle aussi aspirait au bonheur du soldat et l'aura remercié à sa façon.
À Lille, il existe une rue coupée du monde. Si aujourd'hui on peut s'y balader sans risque, son histoire en revanche peut faire réellement froid dans le dos. Je vous invite à écarter les enfants d'avance, car il sera difficile d'aborder cela en restant tout public. En 1608, quand la ville appartenait encore aux Pays-Bas, 4 ans après la création du couvent des sœurs Brigitines de Termonde, les sœurs commencèrent à être pris d'étranges visions. Des tourments dans leur sommeil, et même en journée. Cela n'était que le préquel pour quelque chose de beaucoup plus grave. La maladie s'ensuivit, les touchant une à une dans les années qui suivirent jusqu'en 1612, où plusieurs sœurs auraient été prises de rage et d'un comportement totalement incompréhensible. Elles renversèrent l'abbesse et, disons-le, n'eurent plus vraiment un comportement très catholique à partir de là. Outre les danses, contorsionnements et phrases complètement incohérentes, les sœurs ne s'alimentaient plus durant les semaines qui suivirent, sans subir la moindre conséquence. On entendait alors parler de possession, d'esprits démoniaques qui auraient pris le contrôle. Les rumeurs n'étaient pas si loin de la vérité. Car 2 des sœurs avouèrent avoir été en relation avec le diable lui-même. 2 novices qui, en ayant dit cela, s'attirèrent forcément l'attention des instances supérieures qui les arrêta pour les interroger. Ce fut alors des mois particulièrement éprouvants pour elles. Subissant de lourds interrogatoires par le membre du clergé, l'une des 2 ne parvint plus à tenir et confessa alors tous ses péchés. Actes de sabbat, débauche, et le dernier, pour être honnête, je ne peux même pas le dire. Échappant au bûcher, elle finit ses jours en prison car malheureusement, même une prétendue possession ne pouvait effacer un tel crime. Quant à la seconde sœur, l'histoire ne nous dit pas ce qui lui est arrivé. Les possessions semblèrent également s'être arrêtées aussi soudainement et depuis, on n'en entendit plus jamais parler d'une récidive. La rue reste cependant marquée par cet événement particulièrement étrange. La rumeur dit d'ailleurs que les murmures que l'on peut y entendre ne sont pas le fruit du vent, mais bel et bien les râles des anciennes possédées, qui même après la vie se sont retrouvées emprisonnées dans ce lieu sans aucune chance d'en ressortir un jour. Mais bien sûr, ce n'est qu'une rumeur. Quoi qu'il en soit, je ne vous conseille pas de vous y balader la nuit, sait-on jamais. Mais voilà qui clôt cette histoire, ça change un peu des fantômes et nous rappelle encore une évidence, bien des mystères restent à ce jour inexpliqués autour de nous. Et si nous quittions un peu le plancher des vaches pour nous tourner vers l'horizon marin? Car il n'y a pas que sur Terre que des fantômes sont trouvables. Oh que non. Les bateaux fantômes sont légion et en voici un de chez nous. La belle Rosalie est un 3-mâts, fin comme un oiseau, selon la chanson. Mais à son bord, on ne chante certainement pas du Hugo Frey. Nous parlerons alors plus d'une goélette, un navire assez répandu durant un temps. Elle aurait disparu lors d'une tempête, et cette théorie donne raison à cette version, car des morceaux de sa coque ont été retrouvés sur la plage de Dieppe en Normandie. Comme elle avait disparu en mer, aucune messe ne fut dite pour les naufragés de la belle Rosalie. Difficile de dire quand, car cette histoire remonte au-delà de l'an 1800. Le premier jour de la Toussaint qui suivit, depuis le sémaphore, un guetteur aurait aperçu un bateau en grande partie délabré. Il semblait dériver, mais pourtant fit volte-face, et s'approcha doucement de la côte, rapidement suivi par une brume opaque. Le navire s'engagea alors doucement dans le port et remonta le chenal pour s'arrêter devant l'église un petit moment, avant de faire demi-tour pour repartir en haute mer. À son bord, ce fut une vision d'horreur pour les habitants. Les défunts, aujourd'hui squelettes, manœuvraient le navire. Ils venaient rappeler le sort des naufragés dont la mort n'était pas honorée lors d'une messe, condamnés à errer entre ciel et mer jusqu'à la fin des temps sans trouver le repos. Quiconque osa un regard sur le navire ce jour-là s'en trouva maudit à son tour. Chaque Toussaint depuis, les habitants s'enfermaient chez eux, fenêtres et volets clos jusqu'au passage du navire. Et les pêcheurs, incapables de remonter autre chose que les ossements des naufragés, abandonnèrent l'idée d'une sortie en mer jusqu'au lendemain. Ce n'est qu'une légende, bien évidemment, même s'il est préférable de ne pas la vérifier aussi. On peut y voir un petit clin d'œil à Pirates des Caraïbes, premier du nom, quoique difficile à dire si l'un s'est inspiré de l'autre. Les bateaux fantômes sont légion sur la surface de l'eau, et parfois même en dessous. Qui sait d'ailleurs quel genre de monstre peut se cacher tout au fond de l'océan au passage? En ce qui nous concerne, nous n'irons pas plus loin sur le sujet. Il ne reste plus qu'une histoire, et nous allons remettre au moins un pied sur la terre ferme. Pour cette dernière partie, ce n'est pas d'une histoire dont nous allons parler, mais d'un monstre. Un monstre particulièrement effrayant et bizarre, la Camecruse. Une créature qui aura principalement sévi dans le sud de la France. Superstition ou monstre issu d'une réalité différente? Peut-être venu d'une autre dimension, ou bien erreur de la nature. La Camecruse ressemble à une jambe, une unique jambe, avec un œil et une mâchoire aux dents acérées.
Si vous vous baladez dans les forêts montagneuses des Pyrénées et que vous entendez un pas de course unijambiste, alors courez. Courez plus vite que la camcruse de préférence, car la bête a la mauvaise manie de capturer et d'emmener les inconscients on ne sait où pour les dévorer. Et que dire de son cri, car l'animal peut pousser un cri particulièrement effrayant, indiquant qu'il a trouvé sa future victime. On suppose qu'il s'agirait d'une goule informe, alors peu importe que vous soyez un méchant gardement ou un saint adulte, pour elle, vous n'êtes qu'un bon repas de plus. La camcruse est rattachée à 2 légendes au passage, toutes reliées à des goules mangeuses de chair. L'une s'appelle la jambe d'or et l'autre la goulue. Nous n'en parlerons pas ici, mais nul doute que nous les verrons un jour, peut-être pour le prochain Halloween, qui sait. En attendant, il ne fait pas bon de croiser la bête. Intéressons-nous maintenant à sa forme. Bien que nous parlons d'une jambe, on lui prête d'autres apparences malgré tout. Mais honnêtement, je trouve que rien n'est plus effrayant qu'une jambe avec un œil sautillant et hurlante avec une bouche pleine de crocs. D'autres descriptions la dépeignent comme un monstre d'apparence humaine, mangeuse de chair. Bon, on va faire simple. Peu importe la forme, le fond reste le même. C'est une carnivore accomplie. Tantôt un être cornu, tantôt un monstre à la peau délabrée. Une autre version parlerait d'un vampire. Un monstre buveur de sang, mais toujours en restant dans le domaine de la goule. Le steak est donc bien saignant, disons. Tant de versions et tant d'interprétations pour un monstre aux origines particulièrement énigmatiques. La camcruse est là, tout simplement, servant de croque-mitaine pour les imprudents ayant osé s'aventurer là où il ne faut pas, comme bon nombre de monstres en France, même si elle demeure la plus étrange de toutes. Et voilà qui met fin à cet épisode spécial Halloween. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Nous avons pu faire un grand tour de la France, du nord au sud et de l'est à l'ouest en passant par le centre. La semaine prochaine, nous reprendrons notre voyage folklorique de la France en partant vers l'ouest. J'espère pouvoir vous y retrouver. D'ici là, profitez-en bien pour demander des bonbons ou un sort. Passez une bonne semaine surtout. Portez-vous bien et à bientôt.